Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée à l'intention des mécaniciens. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples d'application de la projection orthogonale dans les cas d'un convexe. Le premier exemple sera la plasticité parfaite. Le deuxième sera les mouvements en présence d'un obstacle, avec ou sans frottement. En mécanique, il est traditionnel d'effectuer des essais sur des éprouvettes telles celles-ci, par exemple des essais de traction. Vous avez à droite une courbe typique représentant la relation tension-déformation dans un essai de traction. Vous observez qu'il existe des parties linéaires dans les essais, mais qu'au-delà d'un certain seuil, il apparaît un comportement de type non linéaire. En effet, au-delà d'une tension limite, notée R ici, l'éprouvette subit une déformation irréversible. Sa longueur n'est plus la même et la valeur d'R peut être modifiée. La déformation permanente a une caractéristique de ne changer qu'en phase de chargement. La plasticité est connue comme étant un phénomène à volume constant. Il ne dépend que de la partie déviatorique sigma d de sigma. Rappelons qu'il est possible de décomposer un tenseur de contrainte en deux parties, sigma s et sigma d, sigma s étant un multiple de la matrice identité, dit tenseur sphérique ou tenseur hydrostatique, et sigma d étant un tenseur à trace nulle. Sigma d est la projection orthogonale de sigma sur l'ensemble des tensions à trace nulle, et sigma s est la projection orthogonale de sigma sur l'ensemble des tensions hydrostatiques. En effet, considérons H comme étant l'ensemble des tenseurs de Cauchy qui sont sphériques et D comme étant des tenseurs à trace nulle. Si nous considérons un élément de H et un élément de D, on peut vérifier aisément que ces éléments sont orthogonaux. Tout élément de H et tout élément de D sont mutuellement orthogonaux. En particulier, si nous faisons la décomposition, nous considérons un sigma, nous retranchons de sigma un élément sigma S appartenant à H et nous obtenons un élément sigma D. Nous effectuons notre décomposition entre partie sphérique et partie déviatorique. Comme ces éléments sont orthogonaux, on peut vérifier facilement que sigma moins sigma S scalaire sigma H égale à 0 pour tout sigma H dans H. Par conséquent, sigma S est bien la projection orthogonale de sigma sur H. De manière réciproque, sigma moins sigma D est orthogonal à tout élément de D. Et donc, sigma D est bien la projection orthogonale de sigma sur D. Dans ce qui suit, nous allons oublier les D de sigma D pour alléger la notation. Nous allons écrire sigma en place de sigma D. La formulation mathématique de la plasticité fait le plus souvent intervenir une région où les contraintes doivent se trouver. On appelle domaine élastique l'intérieur de cette région. Et la limite, la surface qui est la limite, on l'appelle la surface d'éplasticité. En général, la définition de cette région fait intervenir deux variables. Une variable x qui est le centre géométrique de la région
Initialement, en général, on suppose qu'x égale à 0, les tenseurs des contraintes entièrement nulles. Elle fait aussi intervenir la limite d'élasticité, la valeur au-delà de laquelle nous allons observer un comportement plastique. Ainsi, le domaine élastique est défini par une équation algébrique f de sigma xr négatif. Le domaine plastique, elle est complémentaire de cette région, f de sigma xr positif. Nous verrons ensuite que nous avons un intérêt particulier par la surface de plasticité qui est la courbe limite donnée par l'équation f de sigma xr égale à 0. Dans la plasticité parfaite, nous allons nous limiter à cette région. La plasticité réelle est un phénomène très complexe. Par exemple, X ou R peuvent varier en cours d'essai. Il s'agit de phénomènes dits d'écrouissage. Nous avons ici, par exemple, deux exemples de tests avec un chargement radial en traction-torsion et dans le deuxième cas, un chargement d'abord en traction suivi d'un chargement en torsion. Nous voyons que dans les deux cas, les courbes subissent un déplacement et que ce déplacement n'est pas le même dans les deux situations. La prise en compte de ces situations réelles exige des techniques adaptées et peut s'avérer complexe sur le plan numérique. Il existe bien entendu des méthodes que nous n'allons pas aborder ici, puisque notre objectif est seulement de donner un exemple simple d'application de la projection orthogonale. Nous allons nous limiter ici à la situation où x et r sont constants. Il s'agit du cas dit parfait. Dans cette situation, f de sigma xr est une fonction de seul sigma, étant donné que x et r sont des constantes. Le domaine élastique est défini par les sigma tel que f de sigma est négatif. Nous allons supposer que 0 est un élément de C et que C est un ensemble convexe. Par exemple, nous pouvons considérer une situation extrêmement simple où le seul dépassement de seuil R entraîne la plasticité. Dans ce cas, le domaine élastique est défini par sigma moins R négatif, le domaine plastique par sigma moins R positif et la courbe limite par sigma égale à R. Même dans un cas unidimensionnel aussi simple, nous aurions pu considérer l'écrouissage comme nous voyons dans la courbe à gauche. La plasticité parfaite néglige la variation d'IR au cours de l'essai et elle se base sur un modèle donné par la courbe à droite. Vous pouvez trouver dans la littérature de nombreux modèles de plasticité. Par exemple, celui de von Mises, celui de Tosca, celui de Morculombe, celui de Drucker-Prager. L'ensemble de ces modèles peut être traité par la technique qui va être développée par la suite. En pratique, on décompose la déformation en une partie élastique et une partie plastique qui sont déterminées de manière indépendante. De manière analogue, on décompose les tensions en partie élastique et partie plastique. Dans le cas de la plasticité parfaite, nous allons avoir sigma plastique égale à 0. La plasticité parfaite présente des particularités dans la relation entre la tension et la déformation. Nous avons d'abord une relation linéaire dans laquelle la déformation est purement élastique. Lorsque le seuil de plasticité R est atteint, nous avons une déformation qui est purement plastique. Et si
à un moment donné du cycle de chargement, la contrainte commence à diminuer, nous revenons à un régime élastique, mais avec la déformation plastique enregistrée de manière permanente. Nous pouvons donc résumer la loi du comportement de la manière suivante. La partie élastique de la déformation vérifie un d epsilon élastique égale à d sigma divisé par les modules d'élasticité. Si f est négatif, c'est-à-dire si sigma est strictement inférieur au seuil de plasticité, alors le d epsilon plastique vaut 0. Il n'y a pas de nouvelle déformation plastique. Si sigma égale à R, mais d sigma est négative, c'est-à-dire la contrainte tend à diminuer, nous avons encore d epsilon p égale à 0. Et il n'y a que dans la situation où la contrainte a tendance à augmenter que nous avons des epsilon p positifs. Nous pouvons donc écrire la suivante loi du comportement. La partie élastique vérifie d epsilon élastique égale à d sigma divisé par les modules d'élasticité. La partie plastique vérifie d epsilon p égale à lambda, où lambda égale à 0 si f est négatif, lambda égale à 0 si f est négatif et d sigma est négatif, et lambda positif si f égale à 0 et d sigma positif. Nous avons ici la définition d'un multiplicateur de Lagrange, et nous notons que d epsilon p est un élément d'un sous-différentiel. Lorsque la relation tension-déformation élastique est linéaire, nous avons d epsilon élastique qui est égal à A d sigma, A étant un tenseur. La partie plastique est dirigée selon la normale en C au point sigma. Elle s'écrit sous la forme lambda df d sigma avec lambda égale à 0 si f est négatif. Lambda, comme nous l'avons observé, est un multiplicateur de Lagrange. Pour savoir dans quelle phase nous nous trouvons, il faut se rapporter à la région admissible C et voir si nous sommes à l'intérieur, à la surface en train de réaliser un mouvement sur la surface ou un mouvement vers l'intérieur, et donc de déterminer la valeur de f de sigma et de f de sigma plus d sigma. Pour deux valeurs négatives, nous sommes à l'intérieur du domaine élastique. Nous sommes donc en phase élastique. Pour deux valeurs nulles, il s'agit d'un mouvement sur la surface de charge, sur la surface limite. Nous sommes donc dans un régime de charge. Pour une valeur de f de sigma nulle, alors que f de sigma plus d sigma négatif, il s'agit d'un mouvement vers l'intérieur de la région élastique. Nous sommes dans une phase de décharge. Dans une phase élastique ou de décharge, nous avons d epsilon p égale à 0. Dans une phase de charge, nous avons d sigma égale à 0. Par conséquent, nous avons d sigma qui multiplie d epsilon p égale à 0. Cette équation peut être utilisée pour déterminer des valeurs. Notons que la d sigma peut être discrétisée comme une différence entre deux valeurs de sigma et d epsilon p de la même manière. La phase de charge correspond à un mouvement sur la surface limite. Nous avons f de sigma dt égale à 0. Par conséquent, en dérivant cette expression par rapport au temps, nous obtenons df de sigma dt égale à 0. C'est-à-dire que df qui multiplie d sigma
sera égal à 0. Rappelons encore que nous pouvons discrétiser des sigma comme une différence entre deux valeurs de sigma et des f comme une différence entre deux valeurs de f. Utilisons ces discrétisations, notamment des sigma égale à sigma de t plus delta t moins sigma de t. Nous devons avoir des deux valeurs, sigma de t plus delta t et sigma de t, dans C. De plus, sigma de t plus delta t moins sigma de t doit être tangent à C dans le sens où il est orthogonal aux éléments qui sont orthogonaux à C. Ces éléments sont les d sigma de la forme lambda df de sigma si f égale à 0 ou alors n'importe quel d sigma lorsque f est négatif. Nous avons de plus d epsilon p qui est lambda df d sigma. Il résulte de ces remarques une première méthode très simple pour les calculs des contraintes. Nous pouvons déterminer un sigma d'essai, sigma e, sans prendre en compte la restriction f de sigma e négatif. Cette contrainte peut éventuellement se trouver à l'extérieur du C. La vraie contrainte est la projection orthogonale de sigma e sur C. Une fois obtenu sigma e, nous avons d sigma et nous pouvons calculer d epsilon p. Il est intéressant de noter que pour les courbes limites usuelles, des critères de plasticité tels que von Mises, Tresca, Durkheim-Prager ou Mohr-Coulomb, la projection orthogonale ne nécessite pas des méthodes numériques. On peut trouver des formules analytiques pour la déterminer. Considérons un exemple. Nous pouvons déterminer la solution pour une traction unidimensionnelle croissante f égale à 2x avec une éprouvette définie par l'intervalle 0,1. Dans ce cas, nous avons la courbe rouge qui est la solution lorsqu'on ne tient pas compte du seuil de plasticité alpha. Lorsqu'on introduit le seuil de plasticité alpha, la déformation est donnée par la courbe bleue. En termes de déformation, de U', nous avons les comportements suivants. La courbe rouge serait la courbe sans tenir compte du seuil de plasticité alpha. Comme nous voyons, la ligne en vert, les deux lignes en vert, donnent les deux valeurs d'alpha. À l'arrivée de ces seuils, lorsque nous arrivons à ces valeurs, nous rentrons en régime plastique. Par conséquent, la vraie déformation est donnée par la courbe bleue non continue. En termes des relations entre U' et F, nous avons en réalité la relation qui se trouve ci-joint. Faisons maintenant un essai cyclique, c'est-à-dire nous appliquons une force sinusoïdale 10 fois sinus de 4π x. Dans ce cas, nous avons la courbe rouge qui est toujours la courbe qui ne tient pas compte de seuil de plasticité et la courbe bleue qui est la courbe qui tient compte du seuil de plasticité. Ces graphiques représentent le déplacement. Lorsque nous allons considérer la déformation, nous avons un phénomène identique. Nous devons couper la valeur du U' à la valeur pour laquelle la contrainte atteint la valeur limite alpha. Nous avons donc la courbe réelle qui sera la courbe non continue bleue. Et si nous effectuons un essai numérique pour déterminer la relation entre U' et F,
nous avons une courbe fermée cyclique comme celle-ci. Nous avons vu ainsi une première application de la projection orthogonale sur un convexe. La détermination des contraintes élastoplastiques parfaites. Dans cette situation, qui est simple, nous pouvons avoir des expressions analytiques des projections orthogonales. Ce ne sera pas le cas toujours, malheureusement. Considérons une deuxième application. Qu'on soit une masse M dans un champ de pesanteur. La force qui lui est appliquée est son poids mg. Nous traçons un axe vertical et nous plaçons la masse à l'origine initialement. Dans le champ de pesanteur, la position de la masse sera moins 1/2 de gt au carré et sa vitesse moins gt. Tous les deux tendent vers moins infini, c'est-à-dire que la masse s'en va vers l'infini. Vous pouvez les vérifier numériquement en résolvant l'équation du mouvement de la masse par la méthode de votre préférence. Dans tous les cas, la position et la vitesse de la masse tendront vers moins infini. La situation est différente si nous plaçons un obstacle sur le chemin de la masse. Par exemple, imaginons qu'il y ait un plancher à une hauteur moins h. Dans ce cas, l'équation de mouvement fait intervenir un terme supplémentaire R, la réaction de l'obstacle. Cette réaction est nulle tant que la masse n'est pas en contact avec l'obstacle, x de t supérieur à moins h. Elle n'existe que lorsque x de t égale à moins h. Au contact, la vitesse change de signe. Nous avons x point de tc plus égale à moins alpha c, x point de tc moins, où tc est l'instant de contact. Alpha c est un nombre positif, l'équation de restitution. Cette équation indique que la vitesse était négative avant le contact et au moment du contact, elle devient positive, étant un multiple de la vitesse précédente. Il faut noter que la présence de l'obstacle introduit une restriction sur les positions de la masse. Nous devons avoir x qui appartient à C, qui est l'ensemble des positions qui sont toujours supérieures à moins h. L'ensemble C, ici, est un convexe fermé. La réaction de l'obstacle est un élément d'un sous-différentiel de l'indicatrice de C, une fonction qui prend la valeur 0 sur l'ensemble C et la valeur plus infinie à son extérieur. Les vitesses sont orthogonales à la réaction. Il s'agit ici du principe de D'Alembert. Lorsque nous avons alpha c égale à 1, l'énergie se conserve, la liaison est dite parfaite et R est un multiplicateur de Lagrange. Pour alpha c inférieur à 1, la liaison va dissiper de l'énergie. Voici un exemple d'évolution avec un coefficient de restitution inférieur à 1. En l'occurrence, nous avons pris un coefficient de restitution égal à 0,5. On observe que les rebonds sont chaque fois plus petits et que la vitesse décroît au cours du temps. Cependant, nous avons une difficulté à résoudre. Quel sens faut-il donner aux accélérations à x secondes? Puisque comme nous voyons, la dérivée de x, la vitesse x point, a des discontinuités. En réalité, nous devons avoir x2 point égale à moins g plus 1 sur m qui multiplie r. C'est-à-dire que l'accélération est définie à partir de r et non pas les contraires. Ces observations et la démarche s'appliquent aussi
à des obstacles non plans. Par exemple, un obstacle défini à l'aide d'une équation non linéaire. La condition étant que la région admissible C soit un ensemble convexe fermé, G de K où psi est concave. Ces observations nous conduisent à conclure qu'on peut déterminer les mouvements à l'aide des techniques de projection orthogonale. Voici un calcul réalisé par ces techniques. Voici un deuxième calcul utilisant les mêmes techniques. Ici, un exemple avec un plan incliné. On peut aussi envisager des calculs avec des solides. Par exemple, ici, une brique qui tombe sur un plan incliné. On peut aussi considérer plusieurs solides. Par exemple, ici, 3 billes dans un verre. Et voici un deuxième calcul pour les 3 billes. Enfin, on peut considérer des milieux continus. Par exemple, ici, nous avons une barre en contact avec un plan. À droite, vous avez les tensions dans la barre. Nous allons maintenant voir les frottements. Rappelons que le frottement est caractérisé par un coefficient, dit les coefficients de frottement, qui est lié à l'angle alpha à partir duquel on a la chute de la bille. Mu est la notation usuelle pour les coefficients de frottement. Lorsqu'on trace l'évolution de la distance à l'origine et de la vitesse tangente au plan de l'obstacle, on observe que la distance est constante et que la vitesse est nulle jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment. À partir de là, nous avons une évolution de la masse. Lorsqu'on s'intéresse à la réaction et à la force de frottement, nous avons les comportements que voici. On observe notamment que la force de frottement croît et atteint un seuil, et à partir de ce seuil se déclenchent les mouvements de la masse. Dans la situation avec frottement, il existe aussi des techniques de projection orthogonale pour les calculs. Par exemple, voici un exemple de contact avec dissipation dans le cas du plan incliné. Et voici un exemple de calcul dans le cas de la parabole où nous voyons que la vitesse tend à ralentir. Voici l'exemple avec dissipation pour le cas de la brique. Et voici les cas dissipatifs pour les 3 billes. Un deuxième calcul pour les 3 billes avec dissipation. Et voici un exemple plus sophistiqué. Le passage d'un corps élastique dans une filière. Les passages se faisant avec frottement. Comme le solide est purement élastique, à la sortie de la filière, il reprendra sa forme exacte dès qu'il n'aura plus de contraintes et reviendra à sa forme initiale. Ce que nous observons sur la fin du calcul où les éléments deviennent à nouveau rectangulaires. Vous trouverez de nombreux exemples d'applications de projections orthogonales et des méthodes numériques basées sur les projections orthogonales dans la littérature concernant la simulation numérique en mécanique. Merci pour votre attention. Au revoir.